Dans ce nouvel hors-série, je vais parler d'une unité militaire bien connue, si vous êtes en tout cas un fan de l'histoire byzantine. Je parle bien évidemment de la garde varangienne, cette unité de Scandinaves, tout du moins au début, créée par les empereurs de Constantinople pour les protéger et servir d'unité d'élite sur les champs de bataille. Je vous propose d'étudier et d'analyser cette histoire incroyable entre saga nordique et chronique byzantine. Mais dans un premier temps, revenons un petit peu aux origines. Comment des Scandinaves, peuple du Nord, si éloignés des mœurs, des coutumes et même de la connaissance pure et simple des habitants byzantins de cette époque, ont pu partir comme ça servir l'empereur byzantin? Tout d'abord, revenons un petit peu sur l'armée byzantine de cette époque. Comment est-elle organisée? Suite aux réformes de l'empereur Théophile, l'armée byzantine est extrêmement organisée. Elle est divisée en trois corps principaux. Les thèmes, qui sont des zones administratives et militaires, qui fournissent des corps d'unité à l'armée impériale, appelés stratiotai, ou alors pour les thèmes maritimes, des forces maritimes donc. Ce sont des zones géographiques qui permettent un découpage de l'Empire byzantin en plusieurs zones à administrer et également à protéger. Ensuite, on a les tagmata, qui sont une sorte d'armée de réserve que l'on mobilise en dernier recours et qui sert également de garnison à diverses forteresses, mais surtout à la ville de Constantinople. Enfin, on a les Eteria, qui sont des unités formées des peuples conquis ou soumis à divers traités avec l'empereur byzantin. On compte parmi eux de nombreux peuples, mais surtout ceux qui vont nous intéresser, des Slaves ou Russes, ainsi que des Scandinaves, qui formèrent donc notre garde-vareg à l'origine. Ainsi, à la fin du règne de Basile II, l'armée byzantine compte environ 80 000 hommes, mobilisables rapidement sur l'ensemble de la population de l'Empire. Les origines de la garde varangienne donc, ou vareg, on peut dire les deux, remontent à peu près à cette période, où, en plein âge d'or scandinave, on voit les premiers contacts entre les Russes, ou vareg, sachant qu'en réalité, on appelle Russes, R-U-S apostrophe, les Scandinaves s'étant installés sur les territoires de l'actuelle Russie, Ukraine, Biélorussie, alors que les Varegs, eux, sont des Scandinaves issus de ces mêmes territoires, pour la majorité d'ailleurs des Suédois, mais qui eux vont partir à l'aventure, et qui vont donc avoir, surtout pour les Varegs, de premiers contacts avec des Byzantins, notamment car ils sont issus du récent État de la Russe de Kiev, qui regroupe en gros les territoires slaves dirigés par des Scandinaves, surtout suédois. Et on voit surtout d'ailleurs ces premiers contacts lors d'ambassades diplomatiques entre la Russe de Kiev et l'Empire byzantin, mais également lors de raids scandinaves varegs, sur Constantinople notamment. Sauf que bon, les machins, il faut les comprendre, ils sortent de leur tas de bouse, donc dès qu'ils voient Constantinople, la reine des villes, ils sont assez impressionnés et se calment très vite sur leurs ambitions de piller ou de conquérir cette impressionnante cité. Donc souvent ce qu'ils font, ils se contentent de piller tout ce qu'il y a autour et éventuellement de s'engager comme mercenaires auprès des empereurs byzantins qui ne demandent que de nouvelles forces pour aller combattre l'expansion musulmane. C'est alors que l'on a les premières traces de Russes servant dans l'armée impériale en tant que mercenaires de plutôt bonne qualité sous l'empereur Michel III. C'est lors d'un raid de deux chefs varegs que la création d'unités scandinaves en tant que purs mercenaires fut officielle, en 866. Un traité d'ailleurs stipule que les Scandinaves de la Russe doivent fournir des mercenaires qui doivent être mis sous contrôle byzantin. D'autres raids bien sûr suivirent, dont celui d'Oleg de Kiev, et où à chaque fois les traités d'aide et de fourniture de soldats kieviens furent renouvelés auprès des empereurs byzantins. C'est ainsi que sous le basileus Léon VI,
l'on entend parler de soldats russes donc, au nombre de 700, participant à la conquête de la Crète. Mais attention, ce n'est pas encore notre garde varangienne. Pour le moment, ce ne sont que des mercenaires. Et durant les années qui suivirent, on eut d'autres mentions de Rossi, en grec, participant à diverses campagnes militaires, en plus d'autres raids russes menés contre Byzance. Ils en démordaient pas. Mais c'est sous le Basileus Basile II que l'on voit réellement se créer la garde varangienne par décret officiel de l'empereur. Après l'envoi par un prince Kievia d'une troupe de mercenaires varegs de 6000 hommes, surtout issus de Suède, afin d'aider le Basileus dans sa conquête de la Bulgarie. Et ça permettait également au prince kievien de se débarrasser d'une troupe turbulente qui en voulait à son trône. En échange, le prince promit de se convertir au christianisme et eut également la main de la sœur de Basile II, Anne. Cette garde, nouvellement créée par l'empereur, est donc composée de Russes, de Scandinaves et de Varegs. Donc Russes, les Scandinaves sédentaires s'étant installés dans les territoires de l'actuelle Russie, Ukraine, Biélorussie, les Varegs, des aventuriers nordiques, et des Scandinaves de pure souche qui viennent là juste par pur gain. C'est alors que cette garde va se distinguer lors de nombre de batailles au service de l'empereur, et furent bientôt reconnus pour leur brutalité et également leur efficacité. En plus, ne parlant pas le grec, le risque de fomenter un complot ou de trop s'investir dans la vie politique byzantine était assez peu risqué. Il restait donc, quoi qu'il arrive, fidèle à l'empereur, ne quittant d'ailleurs la capitale que lorsque le Basileus l'a quitté lui-même. Ils deviennent en gros une véritable garde impériale. C'est alors qu'après le règne de Basile II, on perd un peu la trace de la garde, qui réapparaît avec l'arrivée d'Harald Sigurdarson. Pardon pour mon scandinave qui est un peu rouillé. Le futur Harold Hardrada de Norvège, qui était alors un exilé de la famille royale norvégienne expulsé de son pays, qui se mit alors au service du Basileus de Constantinople. C'est donc à cette époque que les sagas nordiques vont reprendre le flambeau de raconter l'histoire de la garde varangienne, et qui vont donc nous livrer les pérégrinations d'Harold Hardrada dans celle-ci. Alors parti reconquérir la Sicile aux mains des Arabes. Puis ensuite, Harold, accusé par l'impératrice Zoé de détournement de fonds, va pourrir en prison. Puis libéré, il s'enfuit vers la Russe de Kiev, épousa la fille du prince Yaroslav et partit reconquérir son royaume de Norvège. Enfin, on le connaîtra pour sa tentative de conquête de l'Angleterre, mais il sera vaincu lors de la bataille du pont de Stamford et tué par les Saxons. C'est finalement Guillaume le Conquérant qui va devenir roi d'Angleterre en 1066, mais tout ceci est une autre histoire. Et on s'est un peu éloigné de Constantinople, où pourtant une nouvelle menace fait son apparition aux frontières de l'Empire. Dans les années qui suivent 1066, où nous reprenons notre histoire de la garde varangienne, la situation a quelque peu changé au Moyen-Orient. En effet, de nouveaux, pourrions-nous dire, emmerdeurs sont descendus de leur steppe pour aller faire coucou à tous les mecs du coin et rappeler qui sont les patrons. Ce sont les fameux Turcs seldjoukides qui ont soumis et conquis le califat abbasside et fondèrent en plus leur propre sultanat musulman, le sultanat seldjoukide. Ils furent tout de suite très belliqueux, des aventuriers seldjoukides s'emparant de la Syrie, du Levant et bientôt de Jérusalem, cause d'ailleurs de la première croisade, reprenant d'ailleurs cette même Syrie de la main des Byzantins et des Fatimides, profitant de l'effondrement des Abbassides. Oui, bon, c'est la géopolitique locale, ça a toujours été très difficile. Alors, les raids seldjoukides, débarrassés de leurs rivaux abbassides, s'intensifient sur les frontières de leurs nouveaux voisins,
notamment les Byzantins, qui voient des raids turcs jusqu'en Anatolie, c'est-à-dire le cœur oriental de l'Empire. Ils le prennent un petit peu mal du coup. La confrontation enflera d'ailleurs durant l'invasion de l'Arménie, vassal byzantin, par le sultan seldjoukide Alparslan. L'empereur du moment, Romain IV Diogène, ayant besoin de légitimité, prépare une campagne militaire pour faire face à la nouvelle menace turque, et emmena avec lui les Varegs. Après s'être emparé de la ville de Manzikert, l'armée byzantine, composée de 40 000 à 60 000 hommes, d'ailleurs majoritairement des mercenaires turcs, on se demande bien où va aller leur loyauté lorsqu'il faudra les affronter, eut vent des avancées d'Alparslan vers lui avec une armée d'environ 30 000 soldats. C'est le 24 août 1071 que les deux forces se rencontrent, et le 26 qu'elles s'affrontent réellement. Mais quittons un petit peu notre vision stratégique pour un peu parler de cette bataille de Manzikert, qui est certes importante dans l'histoire byzantine, mais également et surtout dans l'histoire de la garde varangienne. C'est le 24 août que l'on relate les premiers accrochages, qui sont d'ailleurs assez violents, entre les généraux byzantins et les premières forces seldjoukides. Accrochages qui tournent bien vite à l'avantage des Turcs, qui, grâce à leur cavalerie d'archers, font de grosses pertes dans les rangs byzantins, qui ne se rendent pas encore compte d'ailleurs qu'ils ont affaire à l'entièreté de l'armée turque, et non pas de simples bandes d'aventuriers. Un général byzantin est d'ailleurs fait prisonnier durant cette journée, et un autre est également blessé. Seule la tombée de la nuit empêche l'empereur, qui est alors arrivé sur place, de pouvoir se porter au devant des Turcs. Dans la nuit du 24 et la journée du 25, d'autres accrochages sont relatés entre Byzantins et Turcs, avec un succès byzantin mineur, réussissant à protéger leur camp des attaques audacieuses des Turcs. Mais c'est également durant cette journée que l'on relate la désertion des Ouzes, des mercenaires nomades embauchés par les Byzantins qui ont subi la plupart des combats et visiblement qui ont du mal à se battre avec leurs compatriotes. Également, on rapporte que c'est à ce moment-là qu'un ambassadeur abbasside apparaît sur le champ de bataille et demande aux deux belligérants de faire la trêve, négociation qui échoue bien vite devant l'obstination de l'empereur. C'est le 26 que la bataille principale va commencer. L'armée byzantine, avec au centre l'empereur Romain IV Diogène, avec sa garde varangienne, sur l'aile gauche les troupes d'Occident de Nicéphore Brienne, sur la droite les troupes d'Orient de Théodore Aliathès, on compte également les troupes turques mercenaires Ouzes qui restent, et surtout des Petchénègues sur les flancs, ainsi qu'une arrière-garde. En face, la cavalerie turque est elle aussi en rang de bataille. La bataille commence d'ailleurs assez tard, lorsque l'empereur décide finalement d'avancer au devant des Turcs, sous une pluie de flèches impressionnante, les Turcs profitant de leur mobilité pour tout le temps s'échapper et revenir aussitôt pour cribler les Byzantins de flèches. C'est alors que Romain IV remarque qu'il s'est trop avancé par rapport au reste de son armée, et est maintenant presque isolé de celle-ci. C'est alors que les Turcs passent à l'attaque. L'aile droite est défaite assez rapidement. L'arrière-garde, au lieu d'aller venir secourir leur empereur, décide de fuir, comme des lâches. La panique commence à être assez grande dans le camp byzantin. De plus, l'empereur, voyant la situation dégénérer, ordonne un repli, ce qui détruit la cohésion de l'armée byzantine. C'est également à ce moment-là que l'aile gauche faiblit et est contrainte à la retraite. Il semblerait également que les mercenaires turcs aient trahi l'empereur, et ainsi soit se replient, soit se battent contre les Byzantins. L'empereur est de plus en plus isolé avec ses troupes, et se retrouve encerclé. On raconte que la garde varangienne se sacrifie et se bat avec acharnement pour protéger l'empereur. Mais après une intense mêlée, le basileus Romain IV Diogène est finalement capturé, ce qui met fin à la bataille de Manzikert. La garde varangienne est alors presque exterminée, l'empereur est capturé et sera rendu aux Byzantins,
qui l'exécuteront dans la foulée pour son échec. Les Byzantins sont un poil rancuniers quand leur basileus échoue lors d'une bataille. Tandis que c'est la fin également d'un âge d'or byzantin qui dure depuis Basile II. L'Anatolie est presque perdue dans sa totalité, et l'Empire plonge dans la crise. Il faudra attendre l'arrivée d'Alexis Comnène au pouvoir et la première croisade pour voir l'Empire renaître de ses cendres. Mais c'est encore loin d'être la fin des services de la garde Varègue, qui, après sa défaite, se réinvente. Elle garde ses fonctions sous les règnes des Comnènes, mais n'est plus composée uniquement de Scandinaves ou de Russes. On compte maintenant surtout des Saxons, des Normands et même des Français, qui reforment les effectifs décimés de la garde après Manzikert. Ainsi, toujours là et toujours fidèle, la garde reste et protège l'empereur, participe à la grandeur de l'Empire et à ses campagnes. Elle fut énormément utilisée sous les Comnènes, ne perdant pas son rôle même après Manzikert. Encore d'autres anecdotes seraient à évoquer sur cette période, comme celle de la capture à Chypre du prince d'Antioche Renaud de Châtillon, que les gardes capturent et envoient effectuer une proskinèse, c'est-à-dire en gros une prosternation très humiliante, devant le basileus. Mais vous pouvez vous imaginer des anecdotes comme ça, il y en a bien trop. Leur fidélité à l'empereur était alors légendaire en Occident, même si on ne comprit pas vraiment leur action lors de la succession de Manuel Ier Comnène, lorsqu'il a fallu destituer son fils. Mais cela s'explique par leur crainte de traîtrise vis-à-vis de la régente Marie d'Antioche. Alors, c'est également à ce moment-là que l'empereur du moment demanda aux différents rois de Scandinavie de lui fournir de nouveaux contingents de troupes pour sa garde Varègue. Seule la Norvège semble avoir répondu. Mais cela renoue en quelque sorte avec les anciennes traditions de la garde varangienne. Lors de la croisade de 1204, les Varègues servent encore, mais cette fois c'est les Vénitiens et Francs, ainsi que les luttes de pouvoir entre les prétendants byzantins qui font basculer la situation. La ville éternelle tombe et la garde doit se rendre et est dissoute après 2 siècles de service. Les empereurs byzantins de Nicée tentèrent de recréer la fidèle garde Varègue avec les contingents restants. Elle reprit alors son rôle de fidélité et de protection, déjouant des complots et intrigues contre le pouvoir impérial. Après la reprise de Constantinople en 1261, la garde n'occupe plus qu'un rôle d'apparat et de pure protection. C'est alors que l'on commence à perdre sa trace, jusqu'au règne de Jean Cantacuzène, où l'on perd définitivement la trace des derniers Varangiens, même si des citoyens byzantins se revendiquaient encore comme Varègues jusqu'à à peu près les années 1400. On peut dire que la garde Varègue fit partie de ces unités incroyables et légendaires qui contiennent nombre d'anecdotes drôles ou rocambolesques. On a vu passer par celle-ci des personnages incroyables comme Harold Hardrada, avec des vies tout aussi incroyables. Du début à sa fin, la garde maintint sa réputation d'unité d'élite, fidèle jusqu'au bout au pouvoir impérial, ne se soumettant ou n'obéissant que dans l'intérêt du basileus, suivant bien sûr leur vision des événements, limitée par la barrière de la langue, quelquefois. Les porteurs de longues haches, comme ils étaient surnommés par les Byzantins, qu'ils soient scandinaves, slaves, russes, saxons, anglais, allemands, français, ont marqué d'une marque indélébile la fin de l'histoire byzantine, et également le Moyen Âge en général, où leur nom était connu dans toutes les cours d'Europe et d'Orient.